nos excuses pour ce léger retard. Le décollage est toujours difficile à grand angle. Pour l'instant, en tout cas, il nous faut une piste beaucoup plus commode. Bonsoir à tous. Merci de nous regarder chaque jour quand il est 15h50 ou parfois un peu plus sur la télévision nationale. Maintenant que les différents candidats à l'élection présidentielle ont tous déposé leurs différents dossiers de candidature conformément aux dispositions de la Constitution, nous avons invité un éminent juriste pour nous aider à comprendre sur comment tout cela va se passer, surtout nous parler du jour d'après. Nous voulons savoir tout sur ce qui se passe actuellement derrière les murs de la Cour suprême, qui est resté au centre de l'actualité, donc de toutes les attentions jusqu'à la tombée de la nuit hier soir. Notre invité est tout simplement, il est en route, bientôt là donc, c'est tout simplement Dr Faimba Mara, juriste donc. Au compte de notre focus, nous parlerons des préparatifs du prochain Hajj. Après une organisation quasi parfaite, il ne sera pas contre ça quand même, quasi parfaite l'année dernière. Le pèlerinage, donc le pèlerinage de l'année dernière, le prix du Hajj de cette année est fixé, est connu, c'est 58 millions de francs guinéens. Est-ce un tarif raisonnable? Quelle stratégie pour lutter surtout de façon efficace contre ce qu'on peut appeler les surenchères ou autres spéculations? Pendant ce temps, le prix est fixé. Pendant que le prix est fixé, beaucoup d'agences, notamment les agences privées, ces agences de voyage, affichent déjà complet. Voilà ce qu'on peut dire au compte du menu. Tout de suite, c'est le décryptage. Avec moi ici au plateau, Idrissa Cissé, bonsoir. Bonsoir Mamadou Alpha, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous pratiquent. Bonsoir spécial et particulier au directeur général de l'AGEROUTE. Pourquoi? Parce qu'on nous fait une très belle route de l'aéroport jusqu'à... Oui, ils nous font de très belles routes, ils font du bon boulot, il faut l'avouer. Il y a des pansements sur des routes, malgré on ne sait pas quelle va être la durée de ces pansements, mais il y a des pansements... Est-ce que c'est curatif? Est-ce que c'est juste... Il y a des pansements par endroit quand même, mais il faut que ces travailleurs se rendent compte que c'est nous, usagers, s'ils travaillent, c'est grâce à nous qu'ils travaillent. Ils ne peuvent pas se permettre de barrer carrément des routes. Ah mais ça dépend, Idrissa. Je vais juste finir. Barrer la route n'est pas mauvais, mais après, nous, usagers, il faut que nous soyons informés. C'est nous qui passons sur ces routes. On ne peut pas se lever un bon matin avec nos chronogrammes, avec nos emplois du temps. Emprunter, par exemple, je dis que ça bêtement, la route de Matam, par exemple, tu viens trouver sans aucune signalisation, tu viens juste quand la route est barrée, et après, tu tombes sur un agent, il pense que tu es responsable de son malheur. Je dis, monsieur, il n'y a pas de route, retournez rebourser semaine. Ça ne se passe pas comme ça. C'est bien bon. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme boulot, c'est à l'avantage de tout le monde. Mais ils ne peuvent pas déclencher tous ces travaux au même moment. Heureusement que le CNRD, avec sa vision, nous a offert quelques bretelles au niveau des quartiers. Sinon, après, je me demande si ces efforts-là n'étaient pas là, comment on allait s'en sortir. Donc, l'AGEROUTE communique quand des tronçons, quand des routes doivent être barrées pour les travaux, qu'ils communiquent pour qu'on puisse au moins savoir quelle autre... Au moins sur leur page, moi j'ai vu quand même... Quelle que soit la communication, non, peut-être que dans votre cas, ça n'a pas été fait, ou ce n'est pas, vous ne l'avez pas vu, mais moi, de temps en temps, sur leur page, je vois quand même, quand il y a des travaux importants sur un tronçon, ils montrent le contournement qu'il faut utiliser, par exemple. Via un communiqué? Non, via une plateforme. Je vois souvent des visuels. Moi, j'en ai vu une fois. Ben, je pense qu'ils doivent intensifier alors la communication. Ils doivent intensifier la communication pour que les usagers ne soient pas surpris de ces désagréments. Vous avez une grosse voiture, ça ne vous dérange pas trop? Apparemment, tu es trop attaché à cette histoire de grosses voitures. Ça fait tout non, il n'en a que des grosses d'ailleurs. Il n'en a que des grosses, beaucoup. C'est le patron ici. Heureusement alors. Ça fait tout bonsoir. Bonsoir Alpha, bonsoir à tous, chers collègues. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et un bonsoir spécial à tout le personnel de l'Autorité nationale d'assurance qualité qui s'apprête à proclamer officiellement les résultats définitifs des évaluations externes des différentes universités guinéennes qui se sont soumises aux évaluations de l'ANAC. Et ce sera peut-être
très probablement cette semaine. Même si toutes les universités guinéennes qui ont soumis. Pendant ce temps, c'est ce que je l'ai dit, même si... ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est le cycle. Ça, c'est le cycle. Par rapport au problème. Ça n'a rien à voir. Et j'aimerais le dire parce qu'il a encore commencé. Je n'ai même pas fini de saluer. Il commence. Ces résultats qui arrivent là sont les résultats de l'année passée. En fait, la session 2024-2025. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ce cycle qui vient d'entamer. Justement. Donc, c'est un grand événement. C'est un grand événement qui se prépare à ce niveau. Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est un grand événement et je crois que... ça permet quand même de savoir qui fait bien, qui fait moins bien. Après, il y a un rapport qui est déposé... pour ne pas dire les tocards. Justement. Il y a un rapport qui sera déposé au ministre de l'enseignement supérieur. On aimerait qu'il soit public. Ça aide tout le monde à s'orienter, à orienter ses enfants quand même. Mais oui, c'est public. Les résultats sont sur toutes les plateformes, sur les sites. Kouyaté peut-être a un peu couvert l'activité, on sait. C'est sur le site de l'Autorité nationale d'assurance qualité, c'est sur les sites d'information et c'est sur papier. C'est bien de magnifier ceux qui font bien et d'encourager ceux qui ne font pas bien. Justement, c'est ça le but de... Parce que c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur qui gagne. Moussa Kouyaté. Bonsoir à Alpha, bonsoir à Ali. C'est le point tout trouvé là, parce que voilà, on dirait que vous êtes souvent complice dans... Non, Ali, moi, a commencé à perturber madame. Déjà, c'est son travail. C'est son travail. Il fait le timide, il fait le timide. Non, ça n'a rien à voir. On évalue les programmes. C'est différent, c'est différent. On évalue les programmes. On a reçu ici quand même le premier responsable de cette... Quand on décide de pagailler, c'est comme ça. La qualité dans les institutions d'enseignement supérieur, voilà, donc ça n'a rien à voir avec la grève qui... Les programmes sont conçus pour qui perturbe actuellement le sommet des autorités au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Alors, moi je dirais bonsoir spécial aux gestionnaires des bétonnières qui circulent à Conakry. Les bétonnières des chefs à la main. Les bétonnières, je ne sais pas. Oui, en fait... Il y tient tellement. Parce que franchement, je ne sais pas comment il circule. Il peut passer toute la journée dans un coin en train de travailler. Un chantier. Exactement, dans un chantier. Alors le reste du béton. Et souvent du béton armé. Très armé. Qui viennent vraiment se verser sur la chaussée qui est tellement bien faite. Je ne sais pas. Il y a des problèmes partout. Au niveau des routes. Quel est le département qui gère tout bien, qui contrôle tout ça là? En tout cas, je me demande quelque part, il faudrait que ces gestionnaires des bétonnières soient responsables quand même. Si vous voulez vider le reste du béton qui est dans trouver le moyen de vider. Exactement, trouver le moyen, allez-y quelque part. Mais pas aller verser quand même sur la chaussée. Ou bien pendant la circulation, on voit que... Pendant que le camion tourne, ça tourne et puis ça se déverse. Et certainement, il y a un système de vidange quand même qui est là pour dégager... Quelques minutes ou 30 minutes après, c'est difficile d'enlever ces bétons quand même. Parce que c'est vraiment du béton armé. Donc il faudrait que vraiment ces personnes-là soient responsables à ce niveau pour ne pas salir quand même nos routes, parce que construire nos routes, on ne parle pas de millions, mais plutôt des milliards. Ça coûte excessivement cher. Voilà. Il y a l'argent des pôles, des terres. Et ça fait du bien de rouler sur une bonne route. Avec tout ce qui est là comme contribution par-ci, par-là. Donc je me dis quelque part, il faudrait que nous soyons responsables pour mieux gérer nos routes. Oui, peut-être ces bétonnières là, on ne les voit pas. Je vous laisse tout de suite la parole. Ces bétonnières, on les voit passer, vous pouvez tomber dessus. Mais imaginez quelqu'un peut ouvrir un chantier, il vient, il met tout ce qu'il a comme agrégat sur la chaussée, il bouche les caniveaux, il y a des responsables de quartier et ça peut aller jusqu'à la commune. Parce qu'à un moment donné, quand l'État fait la route, c'est aussi aux collectivités locales d'assurer l'entretien. Exactement, non, c'est vrai. Mais ils viennent juste pour tirer un peu d'argent avec le responsable de chantier, ils s'en vont. C'est vrai ce que vous dites, Mme Alpha. Si vous avez par exemple un chantier en bordure d'une route, vous venez déverser carrément vos agrégats. Ils mettent tout là, ils bouchent le caniveau. Complètement la circulation. Le chef de quartier est là, le chef de secteur est là. Il arrive souvent, il passe, mais on lui donne quelque chose et il ne parle plus. Parce que dans les quartiers, ils sont préoccupés par les 10 000, les 15 000 certificats de résidence. Un mois après, 20 jours après, ils distribuent les petits sommes là. Même les autorisations de construire. En fait, moi, mon inquiétude, c'est cette liberté, ce courage
que certains Guinéens ont, par exemple, quand tu violes la loi, quand ils sont en infraction, en fait, ils ne sont pas inquiétés. Mais pas du tout. En fait, tu vois des choses en Guinée, les gens le font sans être inquiétés, sans avoir peur. En fait, je me demande d'où ils tirent ce courage, mais après, je pense qu'il faut mettre en place des mécanismes de répression. Voilà. D'accord. Lui, il n'aime pas trop réprimer, il préfère conseiller. Mamadou Ali Moussouari. Amali, c'est la pédagogie, c'est la cité des intellos. Merci à vous. Contrairement à certaines localités ou encore... voilà. Alors, moi, je dis bonsoir à nos téléspectateurs de Dakar, précisément à Côte et Grayoff. Il y a Ibrahim Assouri Diallo et Mohamed Si qui nous ont écrit, qui apprécient l'émission, qui suivent cette émission à 23h, mais ils nous ont proposé de changer un peu de canevas, ou en tout cas d'approche, parce que ils veulent nous envoyer des textos par WhatsApp, malheureusement, et c'est très difficile avec notre SMS. Je pense que ce sont des... Je crois que vous pouvez vous occuper de ça avec l'Internet, le numéro est là. Mais également, ils estiment qu'on se focalise beaucoup plus sur Conakry. Il y a beaucoup plus également des réalités qu'on peut dénoncer à l'intérieur du pays. Voilà, donc c'est ça, on va essayer, avec les moyens qui vont venir, on va essayer d'aller à l'intérieur pour toucher les doigts. On va mettre en place, on va essayer de grandir. Quand il saura marcher, il ira plus loin. On va pouvoir courir, on ira à Maliembere, Kalinko, plus ou moins, voir comment l'accès, comment ça se passe. Voilà, c'était un peu l'entame de l'émission, si vous êtes d'accord. On va tout de suite, donc, avec le concours de nos collègues de la régie, passer au focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les... Vous êtes bien dans votre émission Grand Angle. Je rappelle que vous pouvez nous écrire et Soirée se chargera de transmettre vos messages ici. En tout cas, il faut qu'ils soient bien rédigés et suffisamment responsables au 627 53 09 99 627 53 09 99. Et il y a une heure qu'on ne rate jamais, c'est la rediffusion, c'est à 23h. Tout de suite, on va démarrer le focus. Je me tourne vers l'imam du plateau quand même. On parle de 58 millions de francs guinéens. C'est quand même quelque peu revu à la baisse avec plus de... comment ça se passe? Revu à la hausse. Hein, à la hausse plutôt. Oui. L'année dernière c'était à 54 millions. Voilà. Donc, mais l'année surpassée, il y a une année, c'était à 60 et quelques millions quand même. Oui, on était à 59, 58. L'année 2021. L'année 2023, on était à 57 millions. L'année dernière, on était à 2024 et 2025, on était à 54 millions 800 000. Donc cette année, il faut compter 58 millions. 58 millions 325 000. C'est ça. C'est ce qu'il faut donner. Après, tu vas faire ton Hajj. Le 5e pilier de l'islam également. Ça, c'est l'ensemble des dépenses. Cette année encore, on n'a que 10 000 pèlerins, parce que je vais dire on n'a que, parce qu'on estimait qu'avec tout ça là, on allait augmenter un peu. Le quota de la Guinée. Oui, la seule différence, cette année, il y a 2 compagnies qui ont été recrutées. Vous savez, d'habitude, c'était une seule compagnie. Cette fois-ci, en plus de Ethiopian Airlines, il y a Egypt Air, ce sont les deux. 5 000, parce que souvent, c'est soit Egypt Air, soit Ethiopian. Cette année, ce sont les deux et les inscriptions commencent le 10 novembre pour un mois. Maintenant, mais quand vous parlez d'inscription, moi je parlais avec un responsable d'agence il y a encore 2 mois, hein, juste après, voilà, il y a encore 2 mois, plus même, il me disait que c'est plein. Une agence qui te dit que, une agence qui te dit qu'il y a la place aujourd'hui, que c'est un mensonge. Il prépare l'année 2026 déjà. Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à c'est plein partout. Si vous voulez aller cette année, c'est impossible. Cette année, qu'est-ce qui est arrivé? Dès qu'ils sont revenus, il y avait certains qui se sont fait inscrire. Parce que chaque année, il y a certains qui versent, par exemple, le montant de l'année dernière. Maintenant, si c'est augmenté, tu n'augmenteras, par exemple, cette année les 3 millions, si c'est à diminuer. Mais à un moment donné, officiellement,
le secrétariat général avait demandé à tout le monde d'arrêter les inscriptions. Maintenant, au niveau des parce que ça crée un manque après, et puis il y a une sorte de surenchère. Certains qui vont chercher à revendre leur place plus cher. Et ça, je pense que ce sont des informations que nous allons chercher au niveau du secrétariat général des affaires religieuses. Et la nouveauté, il y a eu également le préfinancement comme ces dernières années, en tout cas le président de la République a préfinancé pour les 10 000 places, parce que c'est une exigence de l'Arabie Saoudite pour s'inscrire sur la liste des pays qui doivent envoyer les pèlerins. Ça, ce sont les nouveautés. Maintenant, le problème, vous savez, l'année dernière, il y avait eu des difficultés vers... en tout cas, les derniers convois, il y avait eu certains qui s'étaient inscrits, par exemple, pour... il y a des agences où personne n'est parti dans l'agence. Oui, parce qu'il y avait certains qui se sont inscrits, pas avec le secrétariat général des affaires religieuses, mais qui voulaient partir comme ça. Vous avez regardé, il y avait même une femme qui avait été arrêtée, qui était derrière ça, c'était plus de 1000 personnes. Mais malheureusement, selon mes sources, maintenant... Celle qui s'était fait passer par une... qui était proche en tout cas des autorités, mais qui a été arrêtée. Mais c'était environ 900 000. Mais aujourd'hui, j'ai eu des informations que cette liste est allée jusqu'à 1500. Alors, est-ce que toutes ces personnes, parce que l'autorité avait en tout cas rassuré que ces gens, qu'ils iront cette année, mais si maintenant, je ne sais pas, peut-être que l'État va payer. De 1000, on vient à plus de 1500, je me demande où on a tiré ces 500 et comment ça va se passer. Donc, tout ça là, le secrétariat général des affaires religieuses viendra nous éclairer la lanterne. De toute façon, il y a eu... Et les bracelets qu'il y avait l'année dernière, tout ça là, ça continue. Toutes les innovations de l'année dernière sont maintenues. D'accord. Et également, même la location tout près des lieux saints, tout est maintenu. Oui. Le deuxième imam. Mais Alpha, il va falloir que tu retires ce titre d'imam. C'est l'émir du Qatar quand même. C'est l'émir du Qatar. Il faudrait qu'on travaille pour éviter les ratés enregistrés l'année dernière. Alors, je me dis, si pour le cas de... Mais est-ce qu'il y a raté quand vous dites raté? Vous essayez de tout peindre en noir pour votre costume? Non, il peut y avoir, pas à 100%. Oui, mais il n'y a pas eu assez de ratés. Il y a eu plus de positifs que de... Non, je suis d'accord, il y a eu des cas positifs, il faut le dire. Mais il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'innovations quand même. Il y a beaucoup d'innovations. Mais essayez de le comprendre dans sa logique. Il y a eu des ratés, il faut bien le reconnaître. Mais il y a eu plus de positifs que de ratés. Allez-y. Il y a eu des personnes, des dizaines ou des centaines de personnes quand même qui voulaient partir à la mais là aussi, à la décharge du secrétariat. Si tu te laisses avoir à un moment, si tu te laisses avoir par quelqu'un qui te fait croire une agence, ça a un agrément, ça a un logo, ça a une signature. Dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle du pèlerinage, on fait allusion forcément au secrétariat général des affaires religieuses. Ce secrétaire vraiment de prendre toutes les dispositions pour faire une décantation. C'est pourquoi la dame a été arrêtée. Quelle est la suite? Quelle a été la suite? Parce que certains, c'était pour aller au Ghana, vous vous rappelez, en Côte d'Ivoire, finalement, on dit qu'il doit passer à la réseau. C'était un réseau qui était là. Depuis le reste, est-ce que vous avez une information par rapport à la situation de la dame? Est-ce qu'il y a eu jugement par rapport à cet état de fait? Mais ça ne revient pas au secrétariat général des affaires religieuses. Non, parce que vous êtes en train vraiment de mélanger la chose. Oui, allez-y. Il faudrait que le secrétaire général des affaires religieuses travaille pour éviter les ratés de l'année dernière. D'accord. S'il y a des agences qui sont fantômes ou fictives, mais je ne sais pas comment ces agences ont été installées quand même sur le terrain. Parce que les gens qui n'ont pas été, ils sont venus verser l'argent au niveau de ces agents. Disons peut-être qui ont des agréments. Ne serait-ce qu'une sorte d'accréditation. Qui ont tout ça. Donc, si tu n'as pas ça, il faut éviter vraiment tout ça là. Je me dis, les gens qui n'ont pas été l'année dernière, pourtant qui ont versé l'argent, il faudrait qu'on commence par ces personnes-là. On est d'accord avec ça. Il faudrait commencer par les personnes-là, ceux-là qui n'ont pas été l'année dernière, qu'on commence par eux, par ces personnes pour qu'ils puissent vraiment accomplir. Imaginez que s'ils ont donné l'argent à quelqu'un qui n'a pas une agence, qui a peut-être détourné l'argent ou qui a perdu l'argent autrement. Vous voulez que le gouvernement paye pour ces gens-là? Je ne dis pas que les affaires religieuses payent pour ces gens-là. Mais la liste est déjà là. Et s'ils n'ont plus les moyens, s'ils ont les moyens... Si vous vous rappelez d'ailleurs, l'État où le secrétaire général des affaires ils ont pris l'engagement. Exactement. C'est ce que j'ai dit. C'était 1000 personnes, maintenant ils sont arrivés à 1500. Donc, faire vraiment la décantation,
Commencez par avant ces le personnes Hajj, c'est pas exclu qu'il soit L'autre aspect, je voudrais terminer très rapidement. Oui, rapidement. Vous le savez, dans les départements ministériels, on peut donner des places à certains cadres ou bien voilà. Il y en a qui refusent. Exactement. Il y a des personnes qui refusent, mais d'autres revendent. Cette année, mais bien sûr, cette année, vous n'êtes pas informé. Cette année, le montant, c'est à 58 millions et quelques. Il ne faudrait pas qu'ils attendent à la veille ou bien quelques mois ou quelques jours après. Qu'ils parviennent à revendre ces différentes places-là à un autre montant, peut-être à 60 millions. Ce qui amène souvent des petits problèmes dans le cours du pèlerinage. Moi, je vous dis que ce qui s'est passé l'année passée a servi de leçon à tout le monde. Aujourd'hui, tu veux aller à la Mecque, tu sais où te diriger. Est-ce que j'allais rajouter à ce que Soirée vient de dire? Il faut aller où? Où est-ce qu'il faut se diriger? Au secrétariat aux autorités. D'accord. Les agents sont représentés là-bas. Les agents, justement, j'en venais, les agences aujourd'hui sont répertoriées. Toute agence qui n'est pas officiellement reconnue ne prendra pas de pèlerins cette année. Ça a été dit. Les agences ont été répertoriées. On sait qui est qui doit faire voyager qui. La liste est là. On a le nombre d'agences, je ne sais pas, je ne retiens pas trop le nombre d'agences, mais il y a eu ce filtrage, il y a eu ce premier travail. Donc on sait, telle agence doit prendre combien de personnes, à mon avis, et telle autre. Mais toute agence qui travaille dans l'ombre, toute agence qui travaille dans l'ombre ne sera pas permise cette fois-ci de faire voyager les citoyens. Ça, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Et si tu le fais et qu'on te prenne dessus, c'est directement au tribunal. Comme ce qui est arrivé malheureusement chez la pauvre dame. C'est ce que j'allais dire. D'accord, je pense que la religion musulmane va avec la perfection. On ne doit pas s'amuser avec tout ce qui est lié avec la religion. On ne peut pas comprendre, mais c'est la période de business pour plein de gens. Non, mais ça ne devrait pas être le cas. Il faut être à la Mecque pour le voir. Ça ne devrait pas être le cas. Cette mauvaise... mais c'est une triste réalité. Ça ne devrait pas l'être. Cette mauvaise organisation, je crois, doit être structurée au niveau du secrétariat général des affaires religieuses. On ne peut pas admettre, c'est vrai, ce qui est passé l'année dernière, c'est déjà derrière nous, mais vous parlez... mais à la décharge du secrétariat, vous êtes en train de dire que les personnes qui sont retrouvées face à cette dame, que ces personnes sont venues se mettre dans la gueule du loup. Non, alors là, pas du tout. Mais comment vous imaginez quelqu'un qui vient... vous pouvez prendre votre argent, donner à n'importe qui. Si tu me laisses avancer, tu vas le comprendre. Si quelqu'un se présente devant toi, alors qu'on sait, le secrétaire général des affaires religieuses fait un communiqué pour dire pour les vaccins qui sont là, c'est uniquement pour des pèlerins. C'est-à-dire quelqu'un qui est en faute vient se présenter devant toi avec ses vaccins, vient se présenter devant toi avec les uniformes conformes, les mêmes uniformes que la Ligue islamique. Tu penses que tu peux traiter cette personne de faux? On est déjà de fausse, pardon. On est déjà, ça c'est déjà derrière. Je me dis qu'au niveau de la direction, on doit mettre beaucoup plus de garde-fous pour ne pas que nous retombions dans les mêmes pratiques. Parce qu'après, c'est vrai, on ne peut pas admettre, la réglementation, le service est là, en tout cas la direction est là comme arbitre. On ne peut pas comprendre que les gens vont se faire inscrire alors que officiellement le secrétaire général n'a pas donné le top départ. Si les gens viennent se faire inscrire, alors on ils ont peur parce que tout simplement, il n'y a pas de place, il n'y a pas suffisamment de place, on l'a dit ici. Parfois tu as l'argent, tu veux partir, tu ne peux pas y aller. On cherche à ce que nous emmener à dévancer les choses. Si moi je veux aller l'année prochaine, on doit encourager normalement. On doit obéir à des principes. Si on doit, par exemple, aller en pèlerinage, il faut qu'il y ait un chrono de départ. Ali ne peut pas se lever ce matin. Pour améliorer le nombre de places peut-être. On a dit 10 000. Officiellement, ça commence le 10 novembre. Oui, mais quand vous m'appelez sur le plateau que c'est déjà plein, c'est déjà plein alors que le top chrono n'est pas donné. C'est ce que je dis. Officiellement, quand tu es une agence, tu as besoin de... C'est ce qui n'est pas normal, justement. Le secrétariat général des affaires religieuses a demandé à ce qu'on arrive à arrêter. Ça, c'est le premier. Le deuxième, aujourd'hui, si Idrissa Cissé veut se rendre à la Mecque, il peut aller au secrétariat général des affaires religieuses. Même au centre islamique de Donka, tu peux voir les agences qui sont officiellement recrutées. Comme ça, tu peux t'inscrire. Mais tu ne peux pas aller dans une agence qui n'est pas officiellement... Ou parce que c'est ton cousin, parce que voilà, tu viens, tu t'inscris, ou bien personne...
moi je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens laissent les négociations. On aime trop négocier. Les gens aiment négocier. Parfois, ils sont responsables. Mais il faut, c'est ça, il faut qu'on arrive. Moi, je pense que là, officiellement. Ce travail revient au secrétaire. Imaginez-moi, avant de finir. Je place ça après vous terminer. De serrer les choses pour que tout aille dans l'ordre. L'année dernière, qu'est-ce qui a fait péter la chose, si vous me prêtez le terme? C'est qu'un monsieur a dit que lui, il n'est pas prêt à mentir pour dire qu'il part à Accra alors qu'il part à la Mecque. Il dit parce qu'il part à la Mecque, il n'est pas prêt à mentir. Justement. Donc, ça veut dire que beaucoup étaient d'accord sur le format. Imaginez, beaucoup étaient d'accord sur venir dire de façon... On a acheté, on peut aller... On a beaucoup de messages, lisez quelques-uns et après on va aller à la pause. Notre invité est déjà là. Des futurs pèlerins, bonsoir, je vous remercie pour votre émission. C'est très agréable à vous écouter. J'ai vraiment aimé, c'est Amadou Kamara qui nous a envoyé ce message. Merci à vous, Amadou. Nous allons partir. Salut, moi c'est Kourouma Mohamed, je vous suis depuis Zérékoré. Merci à vous. Bonsoir à Grand Angle. Vraiment, j'apprécie votre émission. Chapeau à vous et je salue les contractuels OMI de 2018 qui ont pu ouvrir certaines écoles fermées pendant des années. Le message n'est pas signé, certainement. C'est quelqu'un qui pense à la grève des syndicalistes prévue pour le 13. Alors, bonsoir à tous les grands angleurs. C'est Arseni Bangoura, je vous suis depuis Kindia. Vraiment, j'adore votre émission aujourd'hui. Merci. Vraiment, vous saluez pour moi, monsieur le sous-préfet, lieutenant Sedouba Manéa à Konsotami dans Télémélé. Je salue madame Safiatou Kondé et monsieur Idrissa Sissi. Quoi ça? Merci. Oui, salut monsieur Idrissa Sissé et madame Safiatou Kondé. Donc si on est prêt du côté de la région, on va aller pour la seule pause de cette émission. C'est la publicité. On revient derrière avec notre invité. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans votre émission Grand Angle. Notre invité est déjà installé autour de lui. Ses éminents chroniqueurs, mais on a surtout une éminence aussi. Il s'agit de Dr Faimba Amara, juriste et professeur de son État. Je crois que c'est bien précisé là. Voilà. Professeur de son État. Docteur, on voulait vraiment avoir votre regard de grand spécialiste. Hier d'abord, tout ce qu'on a connu, l'attention, un peu aussi la montée de cette fièvre dans Kalouma, il y a eu une attention médiatique toute particulière, des potentiels candidats qui sont arrivés même tard la nuit. Ouais. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça du point de vue juridique? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je crois que je ne vous apprends rien. Vous savez, dans la République, s'il y a des événements importants qui ponctue, si vous voulez, le fonctionnement démocratique de la République,
les élections présidentielles constituent, si vous voulez, l'une des phases les plus importantes. Et hier, vous-même, vous l'avez constaté, si vous voulez, la grande mobilisation pour accompagner les candidats qui souhaitent présider la destinée de notre pays. Et donc, ils étaient nombreux. Ouais. Et vu l'importance, vous savez, je crois qu'il y a un changement qu'il faut noter. Vous savez, de par le passé, les élections que nous avons connues ont été des élections, si vous voulez, d'instabilité, parce qu'on a toujours pensé que les élections portent, si vous voulez, des stigmates d'instabilité des régimes politiques, généralement en Afrique, parce que quand il y a les élections avec la tension qui caractérise l'espace politique, l'espace politique devient très électrique. Voilà, donc, et généralement, vous constatez souvent, les capitales se vident parce qu'on risque. Hein, mais comparativement au passé, cette fois-ci, on a comme l'impression que la période est une période de réjouissance pour nous. Donc, c'est ce qui fait effectivement la beauté de la République. Alors, hier, vous avez vu tous les citoyens se mobiliser vers Kaloum. La circulation était effectivement affectée. Les gens difficilement se sont déplacés hier à cause de la forte mobilisation autour de la Cour suprême. Voilà, pour accompagner, puisque hier c'était le dernier délai, il fallait venir déposer sa candidature si on est intéressé à être si vous permettez, du jeu politique. Comme je distribue la parole, je peux la confisquer de temps en temps. Quand on dit dépôt de dossier, il y a quoi et quoi dans ce dossier qu'on ne voit jamais? On voit juste des politiques. Voilà. Vous savez, ça, quand on parle, il n'y a pas que le dépôt de dossier. Vous savez, quand on parle de dépôt de dossier, derrière le dépôt, il y a toute une panoplie de réglementation donc, à accomplir. Et donc, hier, c'était ça. Vous, simplement, vous entendez seulement, si vous voulez, dépôt de dossier. Mais derrière cela, je vais vous décliner toute une... surtout que nous sommes dans la période de l'élection présidentielle. Vous savez, quand c'est les élections, parce que chaque élection, que ce soit les élections présidentielles, si vous voulez, législatives, communales, et même référendaires et puis voilà, régionales, hein, tout dernièrement. Chaque élection a sa caractéristique. Pour cette élection, cette fois-ci, l'élection du président de la République, selon l'article 45 de la Constitution, qui renvoie à la loi organique 026 portant code électoral de la République de Guinée, dans l'article 25, les conditions générales de candidature sont déclinées comme suit. D'abord, dans l'article 26, on parle de l'attachement du candidat aux valeurs républicaines. Vous savez, c'est très important. C'est une nouveauté. Ça n'a jamais existé dans les codes, si vous voulez, antérieurs. Et donc, cette fois-ci, quand vous décidez de vous présenter aux élections présidentielles, naturellement, il y a des préalables qu'il faut accomplir. Et parmi ces préalables, il y a ce qu'on appelle votre attachement aux valeurs républicaines. J'entends par valeurs républicaines, une fois que vous accédez au pouvoir, vous devriez faire de l'unité nationale, si vous voulez, une valeur sacrée, à ne pas entamer. Et puis, voilà, vous devriez faire de la promotion de la démocratie et de l'état du droit comme une valeur. Alors, docteur, comment cela se mesure sur les candidats ou bien après, c'est des valeurs qui doivent être inculquées? Ce sont des déclarations. C'est-à-dire, vous venez, c'est comme si vous prenez un engagement. Et quand vous le faites, alors si ces engagements-là ne sont pas tenus dans le déroulé de votre mandat, ça peut vous rattraper d'une manière ou l'autre. Donc, c'est une façon d'encadrer effectivement l'exercice de cette fonction
très, très importante dans la République. Donc, un deuxième élément, il y a les conditions de candidature aussi à l'élection du président de la République. Vous allez voir, c'est tout un ensemble de critères aussi, voilà, qui sont déclinés par le code. Et puis l'article 128 autant pour moi. Maintenant, ce que vous aimez entendre, le dépôt du dossier de candidature et de parrainage. Parce que cette fois-ci... beaucoup se sont cassés la figure au niveau des parrainages. Oui, naturellement. Parce que pour quelqu'un qui sait... et ça, ce n'est pas... Oui, ceux qui veulent faire la candidature indépendante, vous savez, c'est bien beau de dire, pour quelqu'un qui connaît l'importance de cette fonction, la fonction de président de la République, alors avec toutes les charges que cela peut comporter, naturellement, quand vous décidez de présider aux destinées de notre République, là, il faut... C'est-à-dire, ça, c'est pour éviter... C'est tellement bien encadré que ça évite ce qu'on appelle les candidatures farfelues. Parce que n'importe qui ne doit pas venir à la tête de la République. Et donc, si vous voyez combien de fois ces conditions ou ces critères-là sont sérieux, et vous comprendrez que c'est un système de filtrage, c'est-à-dire qui empêche des farfelus de passer par les trous pour se retrouver à la tête de l'État. Donc voilà, le dépôt du dossier de candidature et de parrainage aussi, c'est tout un ensemble de critères. Donc ce n'est pas, c'est-à-dire ne voyez pas le libellé, le libellé que je vous donne, mais au-delà du libellé, il y a des critères. Vous pouvez les compter jusqu'à 3, 4, 5, 6. Et puis, voilà, si vous voulez, le cinquième, c'est la déclaration de candidature à la présidence de la République. Donc, cette déclaration aussi, mais je vous dis naturellement, quand vous voyez les conditionnalités, vous verrez effectivement que la fonction de président de la République dans une démocratie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut incarner un certain nombre de valeurs, c'est des engagements. Tout ce dont je décline ici maintenant sont des engagements que vous venez prendre. Et quand vous les prenez, c'est comme si vous avez de la corde au cou. Et donc, c'est comme si on a pris l'avenir de toute une nation pour mettre sur votre tête. Et au-delà d'ailleurs, ce que je m'en vais vous dire, c'est qu'il y a encore une nouveauté. Pour la première fois, on exige aux candidats de venir déposer le projet de société que vous souhaitez dérouler pour le pays, voilà, pour les 7 prochaines années. Alors donc, ça, on vous met dans de l'étau, dans du sérieux. Et voilà, les citoyens ont la possibilité de suivre tout ça et vraiment de vous tenir au mot, en tout cas à l'engagement. Alors chaque fois, vous avez la possibilité de rappeler pour dire « Ah, attention, vous avez pris tel engagement, il n'a pas été tenu ». C'est un peu ça aussi la beauté de la République. Okay. Oui. Alors, docteur, je vais commencer par la plus petite question parce que j'ai beaucoup de questions. C'est de savoir, hier on voyait certains pour dire « Ah, ils ont déposé le quota, les 900 millions, il est candidat ». On commence par quoi et puis on finit par quoi? Bon, toutes les conditions que je viens de décliner, ça c'est, si vous voulez, c'est de façon générale. Mais maintenant, vous savez, les candidats sont, si vous voulez, sont repartis en 2 catégories. Il y a des candidats qui sont présentés par les partis politiques. Eux, généralement, ils ne sont pas, on ne leur exige pas les conditionnalités du parrainage. Voilà, parce qu'avant, vous savez, il y a des partis politiques qui se sont battus pour ne pas que la candidature indépendante voie le jour. Voilà. Aujourd'hui, la candidature indépendante a vu le jour, mais c'est accompagné d'une conditionnalité, mais très très draconienne, très difficile. Il n'est pas, c'est-à-dire, il n'appartient pas à n'importe qui de se lever un matin pour dire que voilà, je vais pouvoir briguer le mandat présidentiel dans mon pays. Parce que si vous prenez même les conditions de parrainage, mais ce sont des conditions très difficiles. Regardez par exemple l'élection présidentielle. On dit toute candidature indépendante à l'élection du président de la République doit être parrainée par au moins
30% de l'ensemble des maires repartis au moins dans 70% des communes au moment du dépôt de la candidature. Ah oui. Donc, c'est vrai. C'est chaud, c'est sérieux. Non, mais c'est sérieux. Quand vous décidez aujourd'hui, c'est-à-dire, vous êtes un inconnu, vous dites, je veux faire la candidature indépendante, on vous demande, quelle est votre percée territoriale? Votre percée territoriale, c'est votre assise territoriale. Est-ce que vous êtes connu en République de Guinée? Parce que ce n'est pas le fait de tourner dans les quartiers de Conakry, ou d'avoir 900 millions. Voilà, ou d'avoir 900 millions qui peut vraiment vous donner ce privilège-là. Non, c'est qu'il faut mouiller le maillot sur toute l'étendue du territoire. Il faut tourner, il faut se faire connaître à travers son projet de société. Et là, vous voyez ce que ça fait. Donc ça demande des moyens, ça demande de l'investissement, parce que c'est aussi ça. La politique, c'est comme la gestion d'une entreprise. Quand vous venez, c'est un service public avant tout. Quand vous venez, c'est comme si vous bénéficiez, quand on vous donne un agrément, c'est comme si vous bénéficiez une concession de service public. Avec la charte des partis politiques, on vous exige de respecter un certain nombre de critères. Pas forcément de critères, mais d'obligations. C'est-à-dire, vous avez des obligations à accomplir. Voilà, donc je vous donne un exemple. On va vous dire, il faut que vous vous investissez à former d'abord vos cadres en tant que parti politique, parce que les gens pensent souvent aux militants. Les militants, avant d'arriver aux militants, la démocratie, c'est d'abord à l'intérieur du parti. Et il faut bien former vos cadres, les cadres qui sont là pour animer votre parti, les structures de votre parti. Il faut bien les former. Et quand vous les formez très bien, voilà, c'est eux qui impulsent la démocratie à la base. Et au-delà de ça, vous êtes là, vous devriez animer le jeu politique sur toute l'étendue du territoire. Et la caution, elle se dépose à quel moment et quelle est la dernière étape avant la campagne? Non, la dernière caution, étape, elle se dépose à quel moment? Non, c'est-à-dire, c'est une panoplie de conditionnalités, c'est-à-dire c'est combiné. Il n'est pas dit que... Il n'y a pas une période de dépôt de la caution? Non, attention, ce qu'elle dit, c'est pertinent, il faut éclairer. C'est-à-dire, quand vous venez pour le dépôt du dossier de candidature et de parrainage, mais tout est dans ça. D'accord. Tout est dans ça. Ça fait partie. Donc le dossier médical. Y compris le dossier médical. Parce qu'après tout, c'est ce que la Cour suprême examine pour voir est-ce que... Non, on ne prend pas ton argent pour dire après tu es malade, c'est pas possible. Non, le dossier médical, je pense, n'est pas encore dans ce dossier qui a été déposé hier. Parce que c'est seulement aujourd'hui qu'ils ont mis en place le collège médical. Non, c'est pas aujourd'hui. Le collège a été désigné par un décret. Ils ont été installés. Et c'est à partir de maintenant qu'ils vont commencer à travailler. C'est-à-dire, c'est vrai que hier c'était la date butoir du dépôt des dossiers. Et donc, à partir d'aujourd'hui, le collège assermenté est rentré en action. Voilà, c'est aujourd'hui, ils sont confortablement, à l'heure où je vous parle, ils sont confortablement installés à la Cour suprême aujourd'hui, dans les locaux de la Cour suprême, et avec un calendrier qu'ils vont pouvoir dérouler, que la Cour suprême va, si vous voulez, définir et les remettre. Donc les candidats vont passer par tour de rôle. Maintenant, c'est après tout ça que la Cour suprême va se retrouver pour examiner chaque dossier, pour voir quel est le dossier qui répond aux critères et quel est le dossier qui ne répond pas, pour sortir une liste définitive des candidats retenus. Alors, docteur, c'est bien de vous avoir sur ce plateau. Après, hier c'était le 3, aujourd'hui on est le 4, comme vous l'avez dit, la Cour suprême est déjà en action. Après, ça va être quoi? Pour Ali Moussoiré, par exemple, qui est parti déposer ses dossiers de candidature, pendant l'examen, la Cour suprême se rend compte que Alimou n'a pas déposé tous les dossiers qu'il faut. Est-ce qu'on fait appel à Alimou pour dire tiens, il y a ce dossier qui marque, ou bien ce manque-là seulement met carrément Alimou à côté? Oui, mais quand vous... Parce que, vous savez, les partis politiques, ce sont des entreprises solides. Vous êtes là, vous avez toutes les spécialités qui vous entourent pour éviter, si vous voulez, parce que le respect de la loi est de mise. Alors, quand vous décidez de vous lancer dans une entreprise,
Mais il faut maîtriser, si vous voulez, les enjeux. Et pour cela, quand vous décidez d'aller à la candidature présidentielle, c'est que les conditionnalités pour la candidature doivent être connues par vous, par votre entourage, vos conseillers qui sont là, il y a les conseillers juridiques, économiques et tout ce qui s'ensuit. C'est un État en miniature, un parti politique. Voilà. Donc, quand vous décidez d'aller, mais il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit ça passe ou ça passe pas. Ça n'oublie pas ta carte d'identité, c'est pas possible. Bien sûr. Pour laisser la dame. Oui, alors, docteur, l'autre question, c'est justement par rapport à ces candidatures indépendantes. Est-ce qu'avec ces exigences qu'on voit sur le terrain, et si Ali Mou veut se présenter, il faudrait qu'il ait les 30% sur le plan local. Ali Mou qui n'est pas trop connu en Mali, par exemple. Mais c'est ça. Alors, est-ce que, docteur, selon vous, c'est une manière d'écarter des candidatures? Ça a été un piège? Est-ce que ça a été un piège? C'est pas un piège. Et pourquoi ça crie? Vous savez, depuis, si vous voulez, depuis notre démocratie date de quelle année dans les conditions normales? 1991. 91. Voilà, depuis 90. 90, loi fondamentale. Voilà, exactement. Donc de 90 à nos jours, quand vous prenez un peu... Ces culturistes ne seront pas d'accord avec vous. On vous dira qu'il y avait la démocratie. Quelle démocratie? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire ça, c'était aussi une démocratie. Une autre démocratie que nous regrettons d'ailleurs aujourd'hui et que nous souhaitons d'ailleurs qu'elle revienne. Hein. Voilà, non. Mais pas avec tout le format. Pas avec tout le format quand même. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on peut faire là-bas. Donc ça, c'est entre parenthèses. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le nom de Sékou Touré, ça ne part jamais. Hein. Ça revient toujours. Ça veut dire que quelque part, même si d'autres essaient de tout peindre en noir, mais quelque part, il y a des aspects positifs qu'il a imprimés, si vous voulez, à l'évolution de ce pays-là, et qui restent, si vous voulez, gravés. Qui nous servent encore. Voilà, qui continuent à nous servir. Voilà. Donc, la question pertinemment, c'est quoi d'ailleurs? Les candidatures indépendantes. Les candidatures indépendantes. Est-ce que ce n'est pas un piège? Non, ce n'est pas un piège. Vous savez, pourtant, ça... non, c'est parce que depuis, regardez l'histoire, puisque si je parle souvent de démocratie, c'est le multipartisme. Vous savez, la révolution, c'était le parti unique. Mais depuis que nous sommes rentrés de plein pied dans le multipartisme, c'est que les partis politiques en ont fait une chasse gardée. C'est-à-dire aux personnes, quand c'est on autorise même la candidature indépendante quand c'est les élections communales. Mais législatives et présidentielles, ils sont restés intraitables. C'est au bénéfice de cette réforme que cette candidature, c'est l'occasion de saluer les réformes de la nouvelle constitution. C'est avec la nouvelle constitution que nous avons connu, si vous voulez, l'instauration de ces candidatures indépendantes au niveau des élections législatives et présidentielles. Donc, regardez, les partis politiques, comme je l'ai dit, il y a toute une structuration, c'est une entreprise, c'est un État en miniature où vous pouvez trouver vraiment toutes les spécialités. C'est comme un État en miniature. Alors donc, c'est la professionnalisation du monde politique qui est symbolisée par les partis politiques. Parce que on ne vient pas, n'importe qui ne peut pas venir, si vous voulez, à la tête de l'État pour dire que vous allez gérer, et alors que vous n'êtes pas passé par là, parce que c'est là où on apprend le b.a.-ba de la gestion de l'État. Alors donc, si vous ne passez pas par là, c'est très difficile. On se dit, bon, si vous voulez vraiment les concurrencer, il faut poser quand même des conditions. Et je crois que ces conditions aujourd'hui, ce sont ces conditions-là qui sont posées par le parrainage. Et le parrainage, vous comprendrez que les quotas sont définis. Il y a la commission de réception et de validation des parrainages, les modalités de collecte des parrainages, mais toute une panoplie, toute une réglementation qui permet d'éviter la fraude. C'est-à-dire, parce qu'en démocratie, c'est pas bon. La fraude, c'est pas bien. La gestion de l'état de droit, de la démocratie, alors ça, il faut éviter la fraude. Parce que quand il y a fraude, c'est que ça entame
tous les objectifs recherchés et même les espoirs escomptés par le peuple sont souvent faussés. C'est pourquoi il y a une rigueur conséquente. Alors, la personnalité qui décide de partir, si vous voulez, d'explorer une candidature comme celle-ci, pour la première fois, c'est-à-dire, vous voulez d'abord montrer au peuple de Guinée que vous êtes capable de quelque chose. Et mais pour dire, il ne s'agit pas de dire dans la bouche que vous êtes capable de quelque chose. Il faut laisser, en tout cas, il y a des impressions apparentes qu'il faut d'abord présenter. Vous avez été remarqué, vous avez posé des actes. Les actes qui permettent, si vous voulez, aux bons citoyens d'évaluer. C'est quelques mots, il faut être un bon citoyen pour être un candidat indépendant. Non seulement, vous déjà, vous n'êtes pas candidate, mais vous êtes un bon citoyen. Une bonne citoyenne, autant pour moi. Donc ça, ce n'est pas ça. Mais voilà, quand vous êtes bon citoyen, au-delà de ça, il faut être républicain. Républicain, patriote. Très bien, vous m'avez passé le mot. Le respect des valeurs républicaines. Oui, c'est vrai. Et la raison, il faut être patriote. Parce que le patriotisme n'est pas à la portée de n'importe qui. On est d'accord? Ce n'est jamais les grands diplômes qui développent les pays. Pas du tout. Pas du tout. On a quelques questions avec les téléspectateurs, si vous permettez. Déjà, voilà. On va commencer. Après, vous avez tout le temps. La question de ce patriote de Condé Mbadou, M. David Diomboulou. Je veux savoir, avec toutes ces mesures, est-ce que la Guinée entre dans la normalité démocratique? La deuxième question, on va prendre ça, c'est un téléspectateur, concernant la candidature de Toumba. La première question d'abord de David. Est-ce qu'elle a prouvé celle-là? Avec toutes ces mesures, est-ce que la Guinée rentre désormais dans la normalité démocratique? Mais naturellement, avec cette constitution, parce que... il y a quand même une clause, c'est qu'elle est verrouillée pour un certain nombre d'années. La clause, laquelle clause? La constitution que nous avons adoptée, on dit qu'elle ne peut pas être modifiée ou bien ça aussi c'est... Non, cette clause-là, je crois que... bon, on nous l'a vendu quand même pendant un moment. Oui, essayez de relire la Constitution. Je pense que cette clause de 30 ans, non, mais c'est pas possible. Parce que quand vous dites, vous donnez le pouvoir, la Constitution dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République et, si vous voulez, un quota des députés. Mais une révision, c'est toujours, si vous voulez, une entreprise d'adaptation parce que... Aux réalités de la population. Oui, mais ça dépend. Peut-être qu'il y a des articles qu'on ne peut pas modifier. C'est à ça qu'il fait allusion. Mais exactement. Les intangibilités, ça existe. Voilà, ça, mais quand vous dites, par exemple, que la Constitution, elle n'est pas à toucher pendant 30 ans, mais vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons dans 10 ans... Ça peut changer. On est à l'heure de l'intelligence artificielle, ça va tellement vite. Naturellement. Alors quand vous dites que la Constitution, qui est la loi fondamentale, vous dites 30 ans, pendant 30 ans, personne ne la touche. Mais vous voyez ce que ça fait. Et je crois que les rédacteurs de la Constitution, heureusement, mais très heureusement, ils sont revenus sur... Alors, docteur, les potentiels candidats ont déposé les dossiers au niveau de la Cour suprême. Qu'est-ce qui est en train de se faire maintenant? Et est-ce que la Cour suprême a un délai pour donner la liste définitive des candidats? Et quand cette liste va être adressée à qui? Parce que là, on se rend vraiment compte que la machine, le train a vraiment bougé. C'est quoi les prochaines étapes? Je crois que l'étape... Est-ce qu'on est dans le temps dans tout ça? Est-ce que ça se passe vraiment juridiquement? Oui, non. Juridiquement, on est dans le temps. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, la phase que nous amorçons, c'est que c'est si vous voulez, le passage des candidats devant le collège médical. Parce qu'il faut établir le bulletin de santé de tous les candidats. Ça fait partie des conditionnalités. Quand vous prenez les conditions générales de candidature, ça fait partie. Donc, une fois que cela est terminé, le calendrier déjà, il doit être... c'est à l'interne. On ne peut pas le savoir, mais c'est déjà établi. C'est la Cour suprême qui établit ça. On porte ça c'est notifié au niveau des candidats qui ont déposé, comme pour dire, voilà, vous devriez passer tel jour pour que vous soyez consulté et pour qu'on puisse établir votre bulletin de santé. Et une fois cette procédure amorcée,
ça veut dire que maintenant la liste définitive des candidats va être publiée pour porter à la connaissance du peuple de Guinée. Oui. Et je crois qu'après cette étape-là, le président de la République va prendre le décret pour appeler le peuple. Est-ce que pour la campagne d'abord, pour les élections, la campagne c'est pour un mois. Je pense que ce sera peut-être probablement en fin de ce mois. Oui, bien sûr. Voilà. Mais vous allez voir, tout va se dérouler dans un laps de temps. Oui, mais déjà, dans les textes, quand on perd une élection, on a des voies de recours. Et quand on perd la candidature, quand la Cour suprême rejette par exemple les dossiers, est-ce qu'il y a des voies de recours? C'est-à-dire, non, regardez, la Cour suprême. Non, quand les listes vont être, si vous voulez, définitivement arrêtées et publiées, bon, il y a un petit délai de recours. Il y a un petit délai de recours. Ça peut être 2-3 jours. Et si vous estimez que vous avez été lésé et vous êtes sûr que vous avez rempli les conditions, vous avez des avocats, ils connaissent les voies de recours, ils peuvent, ça c'est eux qui règlent ça. À l'interne. Voilà, à l'interne, voilà. Ça, ils règlent ça et ça, ces voies-là sont prévues. Il y a quand même forcément un recours. Pour un candidat qui n'est pas... Diallo qui veut savoir, est-ce que quelqu'un qui est en prison peut déposer sa candidature? Bon, puisque la Constitution n'a pas spécifiquement si vous voulez, discriminé, bon, si vous êtes dans les conditions normales, on attend. Vous savez, il y a des questions juridiques pertinentes. Seul le dernier mot revient à la Cour suprême. Si vous êtes dans les conditions normales, si c'est le fait d'être en conflit avec la loi? Oui, non, le fait d'être prisonnier, réglé, là. Vous avez été condamné avec une peine, est-ce que ce n'est pas une condition d'éligibilité? Alors, donc si tel est le cas... Quand on parle de valeurs républicaines, déjà, voilà, c'est ça. Si tel est le cas, bon, le juge va examiner, le juge constitutionnel ou le juge de la Cour suprême va bien examiner pour voir effectivement, est-ce qu'un prisonnier qui a déjà été condamné, qui est en train de purger sa peine, est-ce que le fait que le casier judiciaire soit sali, est-ce qu'il peut candidater pour la magistrature suprême? Ça, c'est le juge qui peut... Alors peut-être qu'on va essayer entre nous ici de... Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu par la loi. Par rapport au dépôt de candidats, par rapport justement au dossier de candidature, pardon, quelqu'un qui est en conflit avec la loi, sa fille a du mal avec la justice. Est-ce que le dépôt il est physique? Est-ce que sa fille peut remettre son dossier à Kouyaté pour que Kouyaté puisse déposer? Ou bien à partir de ta cellule, tu peux avoir une autorisation entre grilles pour venir déposer le dossier de candidature? Mais quand même un prisonnier candidat. Je pense que c'est déjà réglé. C'est réglé là. Non, pas être en prison avec le bon sens de la République. Je pense que la loi a prévu tout ça. Il y a... C'est-à-dire, il y a des conditions, si elles ne sont pas satisfaites, c'est que vous devenez, si vous voulez, inéligible. Notamment sur le fichier. Le fichier. Pas sur le fichier. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, non, il y a toute une panoplie de conditions. Mais tout est défini par la loi. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est nous qui nous agitons, les vrais connaisseurs de la loi, ils connaissent. Bien sûr, c'est pourquoi tous les contentieux susceptibles d'être posés, déjà, les recours sont prévus, les mécanismes juridiques sont prévus pour permettre effectivement aux victimes de se faire entendre. Donc ça ne pose pas de problème. Les jours à venir, vous allez voir, quand les listes vont être publiées, les avocats vont courir pour venir vers la Cour suprême pour dire, voilà. Moi, mon candidat a été lésé, je ne suis pas d'accord, il y a ceci, il y a cela. Il faut leur accorder un délai. Oui, peut-être une dernière question me fait signe qu'il faut aller vite. Le travail sur la DGE, c'est une nouveauté. Les gens pensaient que bon, il faut une CENI politique et tout ça. Déjà, il y a une première expérience, c'est le référendum. Et comment est-ce que vous voyez le travail de la DGE et par rapport à la présidentielle quand même. Oui, justement. Différent, hein? Oui, justement. Avec Mme Touré. Bon, vous savez, ça c'est un problème... La DGE en général. C'est un problème d'approche. Mais sinon, la plupart des pays, il y a des pays qui n'ont pas de CENI. Voilà. Et généralement, les élections sont organisées par... le ministère de l'administration du territoire. Du territoire. Donc,
ça ne pose pas de problème. Et vous savez, une élection, en tout cas, elle est toujours... c'est-à-dire c'est un enjeu parce que simplement ce sont les intérêts en jeu. Vous savez, les gens pensent que une candidature comme celle-ci, les gens ne pensent pas souvent qu'en venant, c'est-à-dire c'est pour venir dérouler son projet de société, mais ils se disent, bon, quand vous êtes président de la République, vous avez accès... Tout est permis. Vous avez accès aux honneurs, aux privilèges, aux ceci. Voilà. Vous savez, donc derrière tout ça, c'est ce qui fait qu'il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux et ça devient conflictuel. Et alors, en démocratie, les institutions qui sont chargées de pacifier le système ou l'espace sont là. Chaque institution doit être connue et respectée dans son rôle. Et chaque fois qu'un problème se pose, les citoyens, en bons républicains, doivent pouvoir recourir à ces institutions-là pour se faire entendre. Merci, docteur. Merci à tous les quatre. Merci. Merci à Alkali Mohamed Keita et à toute son équipe. Merci à vous qui nous regardez tous les soirs sur la télévision nationale. À demain avec un autre invité, il s'agit du ministre des Affaires étrangères. Docteur Maurice Sanda. Voilà. Donc à demain.